Monsieur Leux, bonjour. Bonjour. L'homme aux trois vies, comme on a indiqué. Oui. Voilà, on se présente un peu. Nous, on est le journal, on représente le journal Kéros. Kéros, vous devez connaître, puisque Oui. vous avez énormément de connaissances, on en parlera plus tard, et de diplômes et d'expériences. Kéros, donc je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, est un dieu grec qui n'a sur la tête qu'une touffe de cheveux. Et quand il passe, on a trois possibilités. Ou bien on ne le voit pas passer, ou bien on fait semblant de ne pas le voir passer, ou bien on saisit sa touffe de cheveux et ça donne l'opportunité, qui est donnée opportunité en latin, je pense. Donc nous, on trouvait que c'était une belle métaphore du rapport à l'information actuellement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir l'information, d'autres qui ne la voient pas parce qu'ils sont peut-être trop rivés sur certaines chaînes et médias, et d'autres qui veulent justement la saisir. Donc Marc Leux, vous avez eu plusieurs vies, et ça serait bien, ça va être difficile de faire un résumé, mais Mais si, on va quand si, même, on va quand en même trois essayer. phrases. D'abord, j'ai étudié les mathématiques et puis j'ai étudié la philosophie, j'ai étudié la théologie. Je suis devenu prêtre, j'ai fait un doctorat en théologie, grec et russe. Et donc, j'ai appris le grec et le russe en italien. Et puis, je me suis marié. Forcément, j'ai dû trouver un autre job. Et je suis passé de chômeur au sommet de la Commission européenne où j'étais parmi les 12 conseillers de Jacques Delors. C'est passionnant. Et puis ça, c'est ma seconde vie. Je me suis retrouvé sur le trottoir de nouveau parce qu'on m'a dit, tiens, votre contrat, il est à durée déterminée et il termine le 30 jours. Et donc, Et je me suis retrouvé sur le trottoir de nouveau et j'ai commencé à écrire des livres de tout ce que j'avais vu pendant 10 ans, vu et compris et entendu. oui, vous avez dû en voir. Oui, pas mal. On, on- on voit sur votre CV que vous êtes aussi, c'est impressionnant le nombre de langues que vous parlez. Vous Oui. avez beaucoup voyagé. Vous avez beaucoup voyagé. Je vais les dire quand même. Français, donc qui est votre langue maternelle, anglais, italien, néerlandais, portugais, brésilien, allemand, espagnol, grec moderne, russe. Oui, parce que, bon, j'ai vécu au Brésil, forcément, j'ai appris le brésilien et le portugais. Et puis, j'ai dû lire 2 000 à 3 000 pages de russe philosophique pour faire ma thèse doctorat. Et donc, j'ai dû apprendre le russe, forcément, le grec aussi, parce que c'était un doctorat en philosophie grecque également. Ça ne veut pas dire que je lis Platon comme je lis le journal, hein. Non, non. Et donc, voilà, oui. Oui, j'ai pas mal voyagé et je crois que je suis assez bien doué pour les langues. Justement, en termes de connaissances, puisqu'on parle de connaissances, on essaye, nous, avec Kéros, d'interviewer diverses personnes d'horizons divers. Là, la dernière interview, c'était, vous devez connaître Philippe Bobola et avant Philippe Guillemont. On Oui, essaie de ce sont construire. 2 grands amis. Oui, eh ben, on Voilà. essaie de Ils construire changent partout. dans Oui, ce oui. magma de désinformation. On essaye d'offrir aux gens des pistes qui puissent se dire, ah tiens, ça, on n'avait pas entendu, tiens, ça m'intéresse. Mais vous, comment vous pensez que face à une société quand même, si vous êtes d'accord avec cette idée, qu'on est quand même dans une société de désinformation assez massive, on parlera de ce qui se passe pour l'instant dans la société avec le Covid, pour ne pas le nommer, comment fait-on pour se construire une pensée libre Euh, mais je crois que vous faites du très bon travail, hein. Il faut dénoncer les mensonges. Je voudrais raconter une petite histoire. Je viens d'écrire un article disant que, à mon avis, mon intuition politique est qu'il y a 2 scénarios de sortie du Covid. Le premier scénario est un monde à la chinoise, qui, avec les merveilles de la technologie immatérielle, va pouvoir contrôler tout le monde de manière. C'est la main de fer dans le gant de velours, c'est assez doux, mais c'est la main de fer.
Et c'est ce que nos gouvernements, qui s'alignent plus ou moins sur le forum de Davos, le groupe de Bilderberg et autres, c'est ce que le gouvernement pense, ou qu'on leur a dit de penser. Je ne sais pas s'ils pensent vraiment. Et le second scénario, qui semble improbable, d'après les médias généraux, qui ne sont pas les nôtres, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience progressive. Dans mon village, ma garagiste me dit, maar ze ordonnance voor de zotten, ils nous prennent pour des fous, ces types-là. Par contre, mon fleuriste me dit, ah, nee, ce qui est dit à la télévision, c'est la vérité. Donc, vous avez dans les gens simples deux catégories. Mais la prise de conscience augmente. Oui. C'est une belle chose que vous parliez des gens simples. Ça me fait penser à Orwell, hein, qui parlait de la décence ordinaire, de la décence populaire. Est-ce que vous constatez aussi que chez les gens simples, comme vous dites, hein, c'est vraiment un bon résumé, il y a ceux qui croient dur comme fer ce que leur disent les médias, et puis il y en a quand même d'autres qui semblent nombreux par rapport aux intellectuels et aux universitaires, et sans doute aux gens à la Commission européenne, qui pensent justement que là, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on nous raconte des bobards depuis longtemps. Oui. Vous constatez ça m'a frappé dans mon village, Sint-Jorisweert, qui est juste sur la frontière linguistique. Il y a vraiment les deux. Il y a vraiment les deux mentalités. Et donc, par contre, à la commission où j'ai encore des contacts, il y a des gens fantastiques qui disent tout ce qu'on fait, c'est de la Donc, il y a de tout. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce second scénario est en train de gagner lentement. Et je voudrais vous citer, c'est la seule citation que je ferai, Willis Harman, qui était un des types qui dominait intellectuellement la Silicon Valley il y a 30 ans, en 1995. Et il a dit, nous sommes en train de vivre un des changements les plus importants du siècle. C'est le changement, the change of the mind. C'est le changement d'esprit. Le changement d'esprit, c'est plus que l'esprit, c'est la manière dont on définit les valeurs de base de la société. Et ça, nobody can stop it. Personne, aucune force politique, militaire ou économique ne peut arrêter ce mouvement. Et ce mouvement de fond est en train de se faire. Je m'excuse d'être positif, mais derrière cette qu'on voit dans les médias, il y a autre chose qui se passe. C'est une prise de conscience qu'ils ne veulent surtout pas montrer. C'est autre chose qui se passe. Non, c'est pire que ça. Ils ne la voient pas. Vous pensez? Mais regardez tout le débat français. Monsieur Zemmour, que je déteste, essaye de critiquer les postmodernes. Bon, ok, il critique les postmodernes, tous les déconstructionnistes. Au lieu d'aller vers le transmoderne, ce qui est la marche de l'histoire, mais il dit qu'il faut revenir au passé. Mais il n'y a personne en France qui sait ce que c'est un paradigme. Il n'y a personne en France qui sait ce que c'est une vision du monde, une Weltanschauung. Or, c'est ça qui change. Alors, imaginez, quelqu'un nous écoute, il n'est pas du tout dans cette idée que des choses sont en train de changer. Comment vous lui expliquez que vous voyez, que vous percevez ce changement de valeur, d'esprit, de façon de percevoir le monde? Ou vous le sentez comment? Vous le voyez comment? On reviendra sur le livre que vous avez écrit, notamment Le chemin de l'être. Mais... Alors, notre inconscient collectif sait très bien que notre civilisation a inventé deux possibilités de suicide collectif.
La guerre nucléaire, attends, tout le monde sait, hein, nous avions 34 fois la possibilité de faire sauter la Terre, on n'a plus que 17 fois. Mais attends, mais on est fou. On est complètement fou. Personne ne parle de ça. Mais les fusées, même à Kleine-Brogel en Belgique, elles sont toujours là. On a marché contre les fusées pendant 10 ans, ça n'a servi à rien. Ouais. Bon, ça c'est un des suicides collectifs. Le deuxième suicide collectif, c'est l'économie qui nous dit croissance infinie dans un monde fini. Ce que la garagiste du coin de la rue ne veut pas, c'est des valeurs de mort. Les gens, les femmes, les hommes d'aujourd'hui ne veulent pas s'embarquer dans une civilisation qui est bâtie sur des valeurs de mort. Et donc, dans le fond d'eux-mêmes, et c'est ça que dit Willis Harman, ils optent pour des valeurs de vie. Et ils deviennent des individus différents, sur lesquels les médias traditionnels qui sont gavés de valeurs de mort n'ont plus de prise. On dit aussi que certains ont plus facile à envisager la fin du monde que la fin du capitalisme. Voilà. Ça, c'est Est-ce un que autre débat passionnant. est-ce que c'est uniquement une pensée partagée par les élites ou il y a quand même une classe moyenne qui se complaît qui préfère un mensonge rassurant qu'une vérité qui dérange? Alors, il y a un très beau petit dessin sur Facebook où on voit 2 bureaux de vote. Et sur l'un, il est marqué « Ici, on dit la vérité, mais ça va déranger ». Et l'autre « Ici, on ment, mais la vie est belle ». Où vont les gens? Mais ils vont là où la vie est belle. Je vous raconte une autre histoire. 92, nous sommes la cellule de prospective de la Commission européenne et Jacques Delors nous dit « Faites-nous un rapport sur l'économie européenne en 2040 ». Et on fait un rapport, un livre blanc qui existe toujours et qui dit attention, on change de paradigme économique. L'économie matérielle, ça ne va pas fonctionner comme l'économie industrielle. Et donc, il faut changer la taxation, il faut changer la formation, il faut changer l'éducation et il faut changer le mode de développement de l'Europe. Grande réunion des chefs d'État avec Delors, qui est tout content, qui leur donne le rapport en anglais, en français, en italien. Et les chefs d'État qui n'étaient pas idiots, c'était Mitterrand et Kohl, disent « Mr. Delors, ce rapport est très intelligent, mais on ne sait rien en faire. Parce que si on dit la vérité aux gens, si on dit « si vous votez pour nous, on change de paradigme », eh bien, on va être foutu. Donc, j'ai aussi compris combien c'est difficile pour le monde politique de dire la vérité, c'est-à-dire de vendre le changement. Les gens n'en veulent pas. Donc, est-ce que ça contredit un peu ce que vous disiez avant, l'aspect positif, qu'il y a un changement qui est en train d'avoir lieu, ou est-ce que vous parlez d'un rapport entre les élites, hein, j'aime pas ce terme, mais c'est un peu ça, les élites et le peuple, avec les élites qui n'en veulent pas. C'est les élites qui n'en veulent pas. On parle souvent des procès d'assises, hein, où il y a une représentation populaire qui fonctionne souvent assez bien quand ils ont les informations et la liberté et le temps de choisir. Vous pensez que si on laissait à la population le temps de décider et qu'on avait vraiment une démocratie participative, hein, d'ailleurs certains disent que démocratie, c'est Castoriadis qui disait qu'une démocratie représentative, c'est un oxymore, hein. Il n'y a pas de démocratie quand on est représenté, mais qu'une réelle démocratie, c'est celle où on participe. Est-ce que vous pensez que si on laissait les gens décider eux-mêmes avec une information libérée des carcans du privé, est-ce qu'ils pourraient prendre des bonnes décisions et qu'ils iraient justement vers des valeurs de vie? Oui et non. Oui, dans le sens qu'il y a une évolution. Il y a une évolution, Willis Harman a raison, nobody can stop it. Personne ne sait l'arrêter. Bon. La seconde chose que je voudrais ajouter, c'est que je crois que pour finir, la noosphère annoncée par Teilhard de Chardin, ben nous y sommes. C'est très bizarre. Et plus nous entrons dans la noosphère, plus nous sommes furieux. Donc,
Les gens qui sont en colère sont des gens qui sont… Pourquoi? Parce que leur niveau de conscience augmente. Et quand votre niveau de conscience augmente, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous voyez des choses que vous ne voyiez pas avant. Vous prenez conscience de la stupidité du système comme il est. Mieux dans la culture catholique que dans la culture protestante. Parce que dans la culture protestante, il y a une identification du protestantisme et du capitalisme. On a vu ça avec plusieurs auteurs. Et donc, moi, je suis persuadé que c'est un mouvement qu'on ne peut pas arrêter. Mais à quelle vitesse va-t-il aller? Et tous les gens qui vous donnent des dates, méfiez-vous. Les nouveaux Nostradamus, qu'est-ce que vous appelez la nosphère pour ceux qui… Alors, la nosphère, c'est un concept inventé par Teilhard de Chardin, qui était un vieux jésuite il y a 100 ans. Et il a dit, en fait, à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, le monde va être confronté à une dizaine de problèmes insolubles et connectés entre eux. Il n'y aura aucune manière de les résoudre si ce n'est de monter de niveau de conscience, de voir les choses comme dit Einstein. Pour résoudre un problème, il faut monter, il faut voir les choses de plus haut. Et cette montée de niveau de conscience va être encouragée par l'énergie christique, qui n'a rien à voir avec le christianisme, l'énergie christique qui est une énergie d'amour et qui va tirer les gens vers le haut. On peut dire, mais ce qui est intéressant, moi j'ai été en Inde, j'ai travaillé à Auroville pendant 8 ans, et dans le contexte d'Auroville, il parle du supramental, ça n'a rien à voir avec l'énergie christique, mais c'est un peu la même idée. Et donc il y a déjà une énergie puissante divine qui est descendue sur la terre et qui nous travaille à l'intérieur. On est dans le domaine de la spiritualité, là, aussi. On est dans le domaine de la spiritualité. Et pourquoi pas? Je n'ai pas dit la Tout à fait. religion. Non, justement, je voulais faire la différence. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on a séparé les religions des États et qu'en même temps, on a jeté, comme on dit, on peut simplement le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'on a jeté la spiritualité, qu'on ne peut plus parler de choses qui nous dépassent surnaturelles, que nous sommes, avec ce rejet de la religion et de la spiritualité, devenus des êtres rationnels qui pourront tout expliquer. Et en même temps, donc premier aspect, et deuxième, en fin de compte, on est encore dans une société religieuse parce qu'on est dans la religion de la croissance, hein. La religion de la marchandisation de tout, c'est aussi une forme de religion. C'est le côté le plus bête et méchant des religions, c'est-à-dire l'embrigadement avec des dogmes qu'on ne discute pas. Et le dogme de la croissance, par exemple, qui est absolument stupide, qui est une valeur de mort, eh bien, on ne le met pas en question. Le PIB, la manière dont on mesure la richesse, on ne le met pas en question, c'est stupide. Ce sont tous des dogmes. Nous vivons avec des dogmes qui sont complètement creux, qui n'ont plus aucune validité. Mais ce qui est passionnant, moi j'ai rencontré à la fin de ma vie, à travers le business, un coach athée spirituel. Il m'a fait plus évoluer que 70 ans de religion. Passionnant. Et donc, mon dernier livre, c'est ça. Je raconte qu'au fond, Socrate voulait libérer les gens. Il disait, mais le sens de la vie, c'est de sortir de la caverne. Parce que les gens regardent le fond de la caverne toute leur vie. Et les ombres. Et toute leur vie, oui. La télévision, c'est ça. Et d'où serait l'éducation, c'est aider l'enfant à sortir de la caverne pour aller vers la lumière du beau, du bon et du vrai. C'est ça l'être. Admettez quand même que quand on voit l'état de nos médias et de l'enseignement aussi, il y en a quand même encore beaucoup qui sont embrigadés dans la caverne. Mais vous dites qu'il y en a beaucoup qui sont en train de sortir ou qui sont déjà sortis? Je dirais ceci.
si je compare, moi, quand j'étais à l'UNIF, je ne me suis pas posé. Il n'y avait pas ce malaise qu'ont les jeunes actuels vis-à-vis de l'éducation. Je n'avais pas ça. J'étais dans une autre époque. Et donc, maintenant, l'éducation n'a pas changé, mais les jeunes le vivent comme une prison. Les jeunes le vivent comme une torture qui n'a pas de sens. Et dès qu'ils veulent un peu sortir du cadre, pour faire un doctorat de philosophie, de théâtre et de mathématiques, on leur dit non, this is not possible. Mais ça, c'est l'éducation. Il faut repenser complètement le paradigme de l'éducation. Oui, il faut repenser tout. Vous parlez d'un changement de civilisation Oui. qui est en cours, qui est rapide et profond. En Oui. face de ça, il y a nos amis, mais c'est entre guillemets de Bilderberg, de Davos. On sait par exemple que De Croo ici était un Young Global Leader Mais à oui. Davos. Et rien que ça, c'est stupéfiant hein, que personne se soulève pour dénoncer ça. Il est aussi membre d'un think tank avec d'ailleurs Petra de Sutter et Vandenbroek, un think tank créé par d'Avignon. Oui. Donc face à ce réveil, il y a les autres hein, qui sont quand même, on pourrait dire, des ennemis qui vont rien lâcher. Eux ne vont rien lâcher. Il y a une bonne nouvelle, c'est que ces gens-là sont très forts parce qu'ils sont surdoués pour contrôler le système actuel. Mais ils ne voient pas le changement de paradigme. Ils ne comprennent pas et ils ne le voient pas. Et ils ne le veulent et pas. Même quand leurs enfants leur disent « Mais enfin, papa, tu comprends rien », ils ne comprennent pas. Et ça, c'est notre force. Ils sont has-been. Ils sont has-been. C'est comme les transhumanistes. Ils sont très malins, mais ils sont restés sur le quai. Le train est parti depuis bien longtemps. Mais ils font encore beaucoup de dégâts. Oui, mais l'avenir n'est pas à eux. Dans cette prise de... Oui. Allez-y. Allez-y. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, ça reviendra. Dans cette prise de conscience, vous dites que le statut de la science va changer. Pourtant, là, on est vraiment avec le Covid, on est dans la science avec un grand S. Non, on est dans un genre, quand vous voyez que le Lancet a publié un article qui était vraiment du mensonge de A à Z, et que le directeur du Lancet s'est excusé, donc dans quel type de science sommes-nous encore? Une science qui se prétend objective. C'est une croyance plutôt. Quoi? C'est une croyance plus qu'une science. Ben oui, mais oui. Ioannidis, un grand épidémiologiste américain, je pense, disait que 50% au moins des études qui sortaient dans ces grandes revues étaient fausses. Oui. Ou copiées. Ou copiées, oui. Donc pour vous, ce sont les gens en bas de l'échelle qui feront vaciller le... Oui et non, parce que j'ai des amis comme Rupert Sheldrake et tous ces gens. Et par exemple, quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui est passionnant à interviewer, c'est Theodorani. Theodorani est le spécialiste de David Bohm de la physique quantique et il donne cours à l'Università di Bologna. Attendez, ça sont des tout grands messieurs, mais personne n'en parle. Ça m'intéresse. Les médias mainstream. Pourquoi? Parce qu'ils dérangent. La physique quantique dérange à fond. Ça fait 100 ans que Max Planck a eu son prix Nobel. On n'a toujours pas voulu expliquer ce que c'est le champ quantique. Oui, vous avez expliqué que justement, ceux qui essayaient de travailler là-dessus disparaissaient bizarrement. Oui. Vous devenez malade. Expliquez un peu. Le moteur quantique, notamment, ils n'en veulent pas, évidemment. Imaginez que pour 5 000 €, vous avez un moteur qui tourne indéfiniment dans votre cave.
et qui produit 10 kilowatts ou 100 kilowatts. L'Arabie Saoudite, Quoi? l'Arabie Saoudite et les États-Unis, les États-Unis, la Russie, attends, personne n'en veut. Donc, ce Théodore Hanny dont vous parlez peut nous expliquer clairement ce principe de moteur quantique? Il peut vous expliquer ce que pensait David Bohm. Il a écrit David Bohm, la physique de l'infini. Vous pouvez l'acheter, ça ne coûte pas cher. Ok. Ce sont des grands messieurs, mais il me dit, moi je le connais, il me dit, tu sais, à Bologne, moi je suis visto mal et je suis mal vu. Parce que les autres sont dans la physique classique. Moi, je suis dans la physique quantique et ils n'en veulent absolument pas. Parce que ça met en question. La physique quantique dit qu'il y a deux réalités. Il y a la réalité dans le temps et l'espace et il y a une autre réalité qui est en dehors du temps et de l'espace. Attends, vous dites ça à Louvain-la-Neuve, on vous met en prison directement. Vous dites ça à l'ULB, on vous traite de fou. Et cette non-compréhension dure depuis un siècle. C'est fou. C'est fou. En fait, c'est une des plus grandes censures. C'est une censure très importante. Alors, je donnais cours à Lyon à des ingénieurs, bon, et je leur disais, mais qui d'entre vous a eu plus de 2 heures de physique quantique? 2 doigts qui se lèvent. Donc, on ne l'enseigne pas. Comme beaucoup de choses qu'on n'enseigne pas qui sont Oui. dérangeantes et qui remettent. Mais toutes les médecines alternatives, la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, etc., l'homéopathie. Encore un peu, monsieur Loïc, on vous traitera de complotiste. Oh, mais vous savez, à mon âge, je m'en fous. Ça, c'est l'avantage d'être pensionné. Moi, j'ai 80 ans. On peut dire, Luc, c'est un idiot. Bon, c'est bien. Pas de problème. Alors, allons un peu sur l'Europe, que vous connaissez bien. Oui. Certains veulent en sortir pour retrouver une souveraineté. On sait quand même que beaucoup de décisions prises à niveau national dépendent de traités européens et qu'en fin de compte, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre pour les gens les nationaux. Est-ce que c'est pas aussi l'Europe qui a préparé le monde dans lequel on est actuellement, une Europe néolibérale, avec, on le sait quand même, ici à Bruxelles, 15-20 000 lobbyistes qui s'affairent à influencer la Commission, les parlementaires et autres du Conseil. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Écoutez, d'abord, je vais vous dire les choses clairement. L'Europe qu'on voulait avec Delors, c'était une Europe de centre-gauche, ouverte aux régions et ouverte à l'écologie et à la culture. Delors a dit avant de partir, vite, vite, faites l'Europe politique, c'est-à-dire une Europe qui peut décider de tout à la majorité qualifiée. C'est ça l'Europe politique. On ne l'a pas fait et on a fait le contraire, on l'a élargi à des pays problématiques sans avoir la capacité de décider. C'est la situation dans laquelle on est. Un. Deux. Après Delors a commencé l'époque des lobbies. Alors, les lobbies représentent les intérêts de ceux qui peuvent payer, c'est-à-dire les grosses multinationales. Quand vous êtes le citoyen lambda ou l'OGY ou le groupe de consommateurs Z, mais vous n'avez pas l'argent pour payer un lobby. Donc, l'Europe que nous avons maintenant est une Europe qui défend les intérêts uniquement des plus grandes multinationales du monde. Et donc, tout est faux. Tout ce qu'ils font est faux. Il faut dire les choses comme ça. Mais, il n'en reste pas moins que nous avons créé, au niveau politique, la première entité qui annonce le futur, c'est-à-dire un monde sans guerre. Ça, on a réussi. À cause de Monnet, Adenauer, mais pour le reste, tout ce que fait la Commission, je suis désolé, mais c'est dans la mauvaise direction.
Et donc, c'est normal que le citoyen lambda trouve que ce sont des disons sans guerre type Première, Seconde Guerre mondiale, mais la guerre économique a continué quand même, plus que jamais. Les guerres impérialistes. Oui, mais à l'intérieur, nous avons créé une zone de non-guerre. Ça, il faut le dire, c'est réussi. Il n'y a pas eu de guerre à l'intérieur de l'Union depuis 70 ans. Mais il y a des guerres extérieures, c'est vrai. Mais donc, nous anticipons la nouvelle civilisation. Ça, il faut le reconnaître et il ne faut pas jeter de nouveau l'enfant avec l'eau du bain. L'eau du bain est dégueulasse. Est-ce que l'Europe conduit pas aussi à une forme d'uniformisation des peuples? Parce que ce qui est riche, c'est les cultures différentes. Hein, vous êtes bien placé pour le savoir. Est-ce que, surtout avec ce nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place avec l'ère Covid, c'est Klaus Schwab qui a dit qu'il y aura un avant et un après Covid, hein, comme un avant et après Jésus-Christ. Oui, le club de Bilderberg et certainement le forum de Davos veulent supprimer les différences culturelles. C'est évident. Veulent supprimer la structure familiale, veulent supprimer toutes les structures sociales de la civilisation actuelle. Ils veulent créer une civilisation de cyborgs. Mais le chef du forum de Davos dit carrément, l'homme de demain il n'y aura pas de distinction entre l'identité biologique et l'identité électronique. Donc, que ceux qui veulent des explications comprennent. C'est clair. Donc, oui, la culture non seulement est affaiblie, mais elle disparaît complètement. Et on va même plus loin. On dit, mais écoutez, si l'homme n'est plus humain, il n'y a plus de droit de l'homme. Donc, pour les cyborgs, il n'y aura pas de droits de l'homme. Donc, dès que vous avez un implant, vous sortez des droits de l'homme. C'est vers ça qu'on va. Hein. Pour eux, on n'ira pas. Mais c'est ça qu'ils veulent. Alors, petite digression. Angela Merkel est invitée par la Belgique. Elle vient vendredi. Je viens d'apprendre ça. Si vous deviez lui poser une question, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Parce que le rôle de l'Allemagne au sein de l'Union européenne est quand même particulier. Elle s'est présentée en modèle avec à une époque un salaire minimum qui n'était même pas garanti, des gens qui avaient deux emplois. En fait, l'Allemagne s'est présentée, a tenu uniquement parce qu'elle avait un modèle insoutenable qui reposait sur une forme d'exportation aux pays européens et avec des règles et des lois sociales assez ridicules. Si vous êtes d'accord avec ça. L'Allemagne était présentée comme un modèle, mais on en est loin. De nouveau, on nous présente ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous... Moi, je me demande si j'y vais et que je suis invité. Je dois demander une accréditation d'abord, c'est pas gagné. Mais d'abord, je me demande, pendant que vous réfléchissez, je me demande, est-ce que ça sert à quelque chose de poser des questions à ces gens? Moi, ça fait... On pense que quand je pose mes questions à Monsieur De Croo, on pense que j'attends une réponse. Je leur dis non, c'est pour montrer aux gens qu'il n'est pas capable d'entendre et d'écouter des questions qui seraient dans le sens du bien commun. Voilà, il y a deux sous-questions dans ma question. Alors, je vais vous répondre. Si vous posez une question mettant en question la politique allemande, je vais le faire. Il est évident que les critères de Maastricht, on s'est fait, même avec Delors, quand on a écrit les critères de Maastricht, ça a été trop vite. On s'est trompé. Et donc, l'euro est devenu une machine qui appauvrit les pays pauvres de l'Europe et enrichit les pays riches. On n'avait pas prévu, mais ça fonctionne comme ça. Bon, mais ce n'est pas la faute de l'Allemagne, c'est la faute des traités. Par contre, il y a un sujet intéressant qui va plaire à Merkel et qui fout en l'air tout le bazar, c'est la défense européenne, parce qu'au fond, les Allemands disent
la petite défense nucléaire française, si on la mettait pour protéger l'Europe, ce serait pas mal. Et si la France donnait son siège des Nations Unies à l'Europe, ce serait pas mal. Et ça, ça a beaucoup de succès chez les Allemands, chez Madame von der Leyen aussi. Et il n'est pas impossible que Macron, tout d'un coup, fasse un pas de côté dans ce sens. Bon, voilà. Ça, c'est pour être plus dans l'actualité. Donc, pour préciser, en termes de défense européenne, c'est les Français qui doivent lâcher prise. Il n'y a rien à faire. Tant qu'ils ne mettent pas, et les Allemands ont déjà demandé une dizaine de fois, qu'ils ne mettent pas leur petit parapluie nucléaire pour protéger l'Europe, ce qui nous donne une autonomie à tous, et donner le siège des Nations Unies de la France à l'Europe, bon, à ce moment-là, on peut commencer à parler d'une défense européenne. Mais tant que les Français gardent tout et demandent aux autres de donner, ça ne marchera pas. Et il n'y a que les Allemands qui peuvent leur dire. Alors, on parlait de la perte de souveraineté de certains États. Expliquez-nous ce qu'est l'article 123, qui est capital dans l'endettement. Écoutez, c'est simple comme tout. Si vous interdisez aux banques centrales de créer de l'argent, mais vous créez la dette, vous créez l'inflation, parce que la Banque centrale doit demander aux banques privées de créer de l'argent et de le reprêter avec intérêt à la Banque centrale, ce qui est une absurdité monétaire. Donc, les États payent des taux d'intérêt énormes. Mais oui. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Non, pas de problème. Les États payent des taux d'intérêt énormes aux banques privées, mais rien que ça, c'est énorme, ça. Rien que ça, c'est scandaleux. Et... Il y a une très bonne analyse de ce phénomène dans le livre qui s'appelle Halte à la toute-puissance des banques, écrit par Bernard Liétard, qui est décédé maintenant, et c'était le rapport du Club de Rome au Parlement européen sur les problèmes monétaires. Et donc, on montre les courbes. Si on n'avait pas l'article 123, la dette serait restée pratiquement stabilisée. Donc, vous êtes d'accord que certains veulent de la dette? Oui. Attends, maintenant, c'est plus compliqué. Attention. Parce qu'avec le fameux projet de la Banque centrale européenne de digitaliser tout, qu'est-ce qu'on fait? On permet de nouveau à la Banque centrale de faire de la monnaie. Mais la Banque centrale aura accès directement à ton compte. Elle pourra te contrôler. Et ça, c'est la fin de la liberté. Donc, attention. Le modèle à la chinoise. Alors, vous avez évoqué le Club de Rome, c'est très bien. En 72, le rapport Meadows, qui prévient qu'on doit absolument changer d'orientation, qui est quand même commandé par des patrons, des capitaines d'industrie, dont le patron de Fiat. Oui, est-ce qu'ils n'ont pas commandé ils n'ont pas demandé ce rapport pour voir dans quel état, dans quelle situation on était et de ne pas le changer en fin de compte, de se dire bon, on sait dans quelle situation on est, on va aller le plus loin possible dans la croissance, l'extractivisme et tout ça, et que maintenant on est à la fin d'un modèle qui avait été annoncé par le Club de Rome. Sauf que le Club de Rome, ils ont refait un rapport, vous le savez, et ils ont dit, là, c'est trop tard. C'est comme si vous étiez dans une voiture en chute libre et que vous appuyez sur le frein. Désolé, ça, c'est plus pessimiste. Bon, alors, il faut quand même dire que Aurelio Peccei était membre du Parti communiste. Donc, il n'était pas au Bilderberg, il n'était pas dans la trilatérale. On ne sait pas être dans le Parti communiste et en même temps, je crois. Je ne sais pas. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'en 72, en 74, moi j'étais jeune,
Les gens ont dit, mais ils sont fous. Et maintenant, une génération après, tout le monde dit, yes, there is a problem. Donc, notre prise de conscience en une génération a fait un bond en avant. Et c'est ce même bond que nous sommes en train de faire dans presque tous les domaines. Mais en silence. Est-ce que vous pensez aussi que dans ce bond en avant, le combat de l'information est essentiel, capital? Oui. Mais ça veut dire aussi, comme vous faites d'ailleurs, qu'il faut sortir du paradigme scientifique matérialiste, analytique, etc. Le vieux paradigme qui a donné des bonnes choses pour la société industrielle, mais qui ne convient plus du tout à la société actuelle. Et tous nos médias sont encore dans le vieux paradigme. Presque tous, sauf vous, et quelques-uns. C'est ce que vous appelez le chemin de l'être, sortir de... Alors, le chemin de l'aide, c'est sortir de la caverne, Oui, oui. mais c'est aussi, si on relie Jésus, qui n'est pas venu fonder une religion, c'est Saint Paul qui a tout fait. Lui, il est venu pour annoncer la transfiguration, c'est-à-dire le passage à la 5e, 6e dimension. Mais on n'a rien pigé il y a 2000 ans. On n'a rien pigé. Donc, ce que Jésus annonçait il y a 2000 ans, c'est ce qui se passe aujourd'hui, dans un silence feutré. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Bon, c'est ce que dit Teilhard, c'est ce que disent les Indiens, etc. Mais un certain Jésus avait annoncé le royaume du divin qui est en nous. C'était quand même pas mal. C'est ce que dit Guillemot aussi. Quoi? C'est ce que dit un peu Guillemot aussi quand il dit que plusieurs futurs sont possibles. Mais oui. Et que les choses ne sont pas écrites. Si vous lisez bien Guillemot, il y a un chapitre sur l'âme. Hein? Oh. Alors, je vous annonce, moi, mon âme, au niveau politique, le 21e siècle va basculer autour d'une chose. Tout d'un coup, on va comprendre qu'il est évident qu'il y a une vie après la mort. Pas à cause des religions imbéciles, mais à cause de la physique quantique. Et donc, ça va. La racine de la société de consommation et de la stupidité des médias, c'est l'angoisse de mort. Tout à fait. Une fois que vous touchez, que vous tournez à ce bouton-là, on change de civilisation. Mais pas à cause des religions, hein, je le dis bien. Hein. À cause de la spiritualité. Si vous lisez David Bohm, vous comprenez. Donc le bouquin de Théodorani. Alors cette question de la... Parce que là, vous titillez ma curiosité. Cette question de la vie après la mort, est-ce que vous pouvez un peu l'expliquer ou c'est trop complexe? Alors, en 2 mots. Einstein a fait une expérience qui s'appelle EPR. Einstein, Pilulski, Rosen. Il a dit, je ne comprends pas. I do not understand. Je ne comprends pas, je l'ai fait. Ça a été refait par Alain Aspect récemment, etc. Donc, tu prends 2 particules. Tu agis sur les 2. Et tu agis sur l'une et l'autre réagit. Elles sont à côté. Puis tu éloignes une particule le plus loin possible. Bon, on l'a fait avec des centaines de kilomètres, mais ça peut être 1 milliard de kilomètres. De l'autre côté de la galaxie. Tu agis sur la première particule, et immédiatement, l'autre réagit. How is that possible? Comment est-ce possible? Einstein ne comprenait pas parce qu'il dit, mais on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. It is impossible. C'est pas possible. Alors Bohm, qui était professeur de physique quantique à Princeton, bon, je n'étais pas un imbécile, hein, a réfléchi toute une vie, est arrivé à la conclusion que oui, il y a l'espace dans le temps et l'espace, dans les 3 dimensions de l'espace et celle du temps, ça fait 4 dimensions. Et puis il y a un autre, ce qu'il appelle l'espace impliqué. 2 particules
Ils réagissent en même temps, quelle que soit la distance qui les sépare. Ce sont des particules qui sont dans l'espace impliqué, qui est en dehors du temps et de l'espace. Et quand vous mourrez, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous sortez de l'espace à 3 dimensions, qui est une illusion, et vous entrez dans la réalité, qui est en dehors du temps et de l'espace. Une fois que les gens... Attends, c'est simple comme bonjour. Une fois que les gens auront pigé ça, ma garagiste au coin de la rue, le jour où elle a pigé ça, nous changeons de civilisation. Donc, vous voulez dire que vous pensez que l'âme survit ou comment ça se passe ce passage du... C'est marrant que vous parliez d'illusion dans le monde réel, entre guillemets, et de réalité dans le monde d'après. Mais c'est-à-dire, c'est ce que dit Bohm, à partir de la physique quantique. C'est ça qui est passionnant. Mais de nouveau, Théodore Rani, il n'y a personne qui l'invite en Italie. Nous, on va l'inviter, il nous faudra un traducteur s'il ne parle pas français. Non, il parle English et Italiano, c'est tout. Mais moi, je veux bien faire le traducteur, si vous voulez. Parce qu'une fois, on l'a invité à l'ULB, et le traducteur, à chaque fois qu'il parlait de changement de paradigme, il a mal traduit. Comme par hasard. Et les gens, c'est plus fort que leur ventre, hein, ils ne savent pas traduire changement de paradigme. Donc, oui, c'est passionnant. Donc, la physique quantique, c'est quelque chose de spirituel aussi, donc. Non, l'espace impliqué, c'est une définition de la réalité. Mais non, après ça, vous l'appliquez à votre propre vie après la mort, ça c'est votre problème. C'est de la science. C'est de la science, mais qui ouvre la voie à autre chose. Oui, et c'est pour expliquer l'expérience EPR. Pour expliquer l'expérience EPR, il faut postuler 2 types de réalité. Qu'est-ce que vous pensez, on en a parlé un peu avant, des monnaies libres? Parce qu'on parlait de la monnaie, du fait qu'elle était capitale, notamment pour la souveraineté, de nouveau, et pour la question de l'endettement et des monnaies libres numériques. Philippe Bobola me parlait de la June. Alors, on va refaire un entretien avec lui parce que c'est assez complexe, la question de la monnaie. Et on va refaire un entretien avec lui par rapport à la question des énergies libres aussi. Mais est-ce que vous pensez que les monnaies libres numériques sont l'avenir de... Alors, il y a une chose très intéressante dans tout ce qui est Bitcoin, c'est la méthode. Ça, c'est intéressant. Le fait que ce soit une méthode décentralisée pour gérer la monnaie. Ça s'appelle... je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus non plus. Oui, le fait que ça passe, que tous les ordinateurs sont reliés entre eux, et c'est le réseau qui... Ce n'est plus la pyramide, mais c'est un réseau. This is interesting. Ça, c'est intéressant. Ça, on va utiliser. C'est horizontal. 2, la monnaie est un symbole. Et quand le symbole est un symbole uniquement spéculatif comme le Bitcoin, ça meurt. Un jour ou l'autre. Quand le symbole est quelque chose de plus élevé, comme par exemple la Banque nationale ou la Banque européenne, ça a plus de poids. Donc c'est plus solide. Mais, attention, tout le débat actuel sur la numérisation de la monnaie a été très intelligemment manipulé par l'État profond. Et quand vous entendez la chef de la Banque centrale européenne vous parler de la numérisation de la monnaie, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. C'est très intéressant de vous entendre parler d'État profond, venant de quelqu'un qui a travaillé à la commission. Je ne crois pas que ça doit être fort partagé dans les arcanes. Non. Eh bien, vous seriez étonné. Oui. Oui.
De nouveau, je me fais moi-même sans doute des idées sur quelque chose qui n'est pas médiatisé, c'est-à-dire la pensée des gens qui travaillent là-bas et des autres, de ceux qui ne sont pas au-dessus. Écoute, j'ai rencontré des gens qui pensent comme moi à la commission, mais ils ne peuvent pas le dire. Donc il y a aussi une forme de souffrance à travailler comme ça dans un endroit où on doit se taire tout le temps. Et c'est pas qu'à la commission, c'est un peu partout. Dans l'enseignement, si on pense autrement. Et les types qui travaillent à la RTB, vous voyez qu'ils sont heureux? Ah bon, Peut-être Philippot peut-être. je ne sais pas. Oui, donc il faut tout le temps se taire. Justement, ça touche à la question de la peur. Vous encouragez les gens à sortir de la peur, parce qu'il y en a plein qui veulent parler, mais ils ont peur, donc ils ne le font pas. Mais s'il y en avait 2, 3, 5, 10 000 qui commençaient à parler et dire non, non, on est Mais dans oui, un spectacle, hein, comme disait Guy Debord, on est dans un spectacle, ça va peut-être réveiller les autres. mais oui. Euh, 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 sortir de la peur, je crois qu'il y a aussi un travail intérieur en fait. Ouais. C'est que pour sortir de la peur, il faut sortir de la caverne, dirait Socrate. Donc c'est lié Parce aux que connaissances. n'oubliez pas que dans la caverne, chacun a autour du cou et autour des pieds un lien de fer soudé à la roche. Pour être sûr qu'il ne se retourne pas. Donc la peur, c'est un lien de fer. C'est beau. C'est Attends, très j'ai beau et pas ça me, vu. c'est très beau et ça me fait penser à la phrase de Rosa Luxembourg qui disait celui qui ne bouge pas ne sent pas ses chaînes. Mais non, évidemment pas. Donc il faut accepter, même si on a un peu peur, d'abord de bouger, et puis on se rendra compte à quel point on est aliéné. C'est un processus psychique, matériel, complexe. Tu ne commences à comprendre que, que le fond de la caverne, c'est la peur et le non réel, que quand tu es en contact avec la lumière à l'extérieur, et tu es d'abord ébloui. Tu es d'abord ébloui. Et tu ne regardes que la nuit, la lune et les étoiles. Et petit à petit, tu t'habitues au soleil. Et à ce moment-là, tu sors de la peur. Mais Donc, il y a un Platon, travail intérieur, il y a un travail, un nixtedoun, il n'y a rien à faire, il y a un travail intérieur à faire. Et c'est ce que nous faisons tous, d'une manière ou d'une autre. il explique aussi, je pense, dans le mythe de la caverne, que au début, la lumière, bon, c'est éblouissement, mais c'est aussi souffrance. Oui. Voir autre Oui. chose, et les gens Il ont y en a si qui peur. veulent retourner hein, dans la caverne parce qu'ils disent, mais je ne vois plus rien. Au moins, dans le fond de la caverne, je voyais quelque chose. C'est passionnant, il faut la relire, il faut Et vraiment relire n'oubliez pas cette. surtout le procès de Socrate. Sur les 4 accusations, il y en avait 3 qui touchaient la religion hellénique du temps. Donc, il empêchait les jeunes de croire à la religion hellénique. Il troublait le succès de la religion hellénique, enfin la religion hellénique, 3 fois sur les 4 accusations. Donc, attention, les religions peuvent être très agressives par Oui, rapport à des gens qui sont alignés. vous êtes un personnage passionnant, hein, parce que vous êtes aussi, vous avez été, Ben oui, vous avez été prêtre et vous poussez à la limite les gens à, comme vous l'avez fait vous-même dans votre vie, puisque vous êtes marié, vous avez, euh, comment on dit ça, abandonné vos vœux. vous disiez que pour quelqu'un qui avait été prêtre, je suis assez critique de Voilà, tout à moi-même. fait. Oui, oui, Tout à fait. mais Vous poussez à la limite les gens à s'écarter de la religion et, et aller vers une forme de spiritualité non institutionnelle, je dirais, on ou pourrait bien, dire ça, ou bien on pourrait dire que j'invite les gens à découvrir le vrai message de Jésus, dont nous n'avons compris que le tiers. Il y a 2 tiers qui n'ont pas été compris. C'est en fait, passionnant. ce que vous voulez dire aussi, c'est que le message de Jésus a été instrumentalisé et récupéré. Oui, on ne pouvait pas faire mieux il y a 2000 ans. On en a fait une religion. Les gens n'étaient pas prêts.
Non. Mais ce que dit Jésus résonne comme un coup de tonnerre aujourd'hui. Nous entrons dans le royaume du divin. Waouh! Justement, vous dites que nous sommes tous à la recherche du bonheur. Oui. Et que cette quête est plus facile que ce qu'on pense. En même temps, ça m'a fait dire qu'on était quand même dans une société le système économique reposait sur la destruction de tout. Je parlais encore récemment avec une amie de la biodiversité. On parle beaucoup du climat, on parle très peu de la biodiversité parce que elle pourrait être beaucoup plus radicale en termes de changement, parce que la biodiversité, elle nous a dit qu'il faut tout arrêter. Il n'y a pas de bilan carbone à vendre entre pays. La biodiversité, elle est détruite et on doit arrêter tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça Écoutez, les deux scénarios, nous sommes tout le temps en train d'entendre que le premier scénario est vraiment très mauvais. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois qu'il est utile aussi d'expliquer pourquoi personne ne peut arrêter le second scénario et pourquoi il va gagner. Une fois que les gens ont compris ça, tout bascule. C'est la fin de la peur. Et donc, nous, notre interview va leur permettre de comprendre ça. Qu'est-ce qu'on peut en faire encore d'autre? Continuer à interviewer des gens, faire des actions. Un, et deux, se préparer à, dans les 5 ans qui viennent, le changement de civilisation va avoir lieu. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, mais c'est en marche. Nous vivons une période absolument passionnante. Mais moi-même, ma définition de ce que je suis a changé. C'est ça que j'explique dans mon livre. Je ne suis pas un corps avec peut-être une âme, mais je suis un être qui a accepté pendant quelques années de s'incarner sur la terre dans une famille, et puis je continue. C'est une toute autre C'est une toute autre vision. Ouais. Il y a juste 1,4 milliard d'Indiens qui disent ça, et puis une partie des Chinois, une partie. Donc on n'est pas seul. Hein. Merci en tout cas, Marc-Loïs, pour cette interview passionnante. On va rester en contact, notamment pour rencontrer ces gens dont vous parliez, qui seraient passionnants d'interviewer, notamment Teodoro Hanni, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui est à l'université en Italie de Bologne. Oui, Università di Bologna. Je vous envoie ses coordonnées si vous voulez. Super, merci. Et peut-être qu'on traduira avec vous. Ben oui, con piacere. Merci Avec pour plaisir. votre vigueur, votre vivacité d'esprit, votre ouverture. Et on continue. On Merci continue. Marc-Loïs. Bonne chance et bravo. À bientôt. Au revoir. Au revoir.